Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel update lecture, le deuxième du mois d'août. J'avais perdu un update lecture en cours que j'ai retrouvé, heureusement, la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous présenter des très très bonnes lectures, vraiment, et des lectures où j'ai envie de montrer que c'est des bonnes lectures parce que j'ai eu des commentaires qui m'ont poussé à avoir peur de ce livre. À l'étonnement même de l'auteur. Et en fait, c'est un livre qui est tout à fait lisible par tout le monde. Donc voilà, il faut faire attention aussi avec les commentaires et les avis que vous voyez, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de lecture ou les mêmes attentes de lecture, ou même... c'est même pas une question de capacité ici, c'est vraiment peut-être une question d'intérêt sur les questions qui sont soulevées. Et une déception. Déception qui ne porte pas forcément sur le contenu du livre. Si... mais c'est une déception plus globale autour de l'ouvrage. Voilà, je vais m'expliquer un petit peu plus précisément. Vous ne m'en voudrez pas, je sors de la douche, on dirait un véritable narcos qui est devant vous aujourd'hui. Je voulais simplement vous rappeler que La forêt aux fleurs d'or est disponible en précommande. Alors je crois que c'est la première fois que je vous montre le livre sorti de Visu, parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Donc ce magnifique illustré, donc relié, voilà. Il est trop beau, qui va raconter l'histoire de deux contes dans une forêt un petit peu magique. Donc voilà, c'est un livre qui est un beau livre, voilà, j'ai travaillé en ce sens, et qui est bien sûr illustré, il faut juste que je vous montre, avec la première illustration, voilà, juste ici. Il est merveilleux, il est fantastique, je l'aime. Voilà. Et donc cet ouvrage, il est autant disponible en lecture du soir pour les enfants que en lecture solo pour les enfants à partir de 8 ans, je pense, et en lecture pour les adultes. Alors moi, j'ai beaucoup d'adultes qui l'ont lu dans mon entourage et qui ont beaucoup aimé, parce que c'est un texte qui se veut aussi être un texte qui donne du vocabulaire aux enfants. Voilà, il y a des définitions pour les mots qui sont un petit peu difficiles pour leur donner, voilà, un petit peu plus de vocabulaire. Et c'est un ouvrage avec des animaux dans une forêt un peu particulière, avec l'histoire d'une ours, d'un jeune ours particulièrement, et d'une petite renarde malicieuse. Laissons les animaux de la forêt sur le site des Trois Nornes que je vous mets en barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas, et merci à tous ceux qui l'ont déjà précommandé. Et on va commencer tout de suite. En fait, il y a mon coup de cœur ou la déception. Est-ce qu'on commence par le truc fou ou est-ce qu'on commence par le truc moyen? On va commencer par le truc moyen, parce que déjà c'est le premier qui me tombe sous la main, et comme ça, après, on n'est que joie et bonheur. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente donc Légende et Laté de Travis Baldree, donc chez Inis Éditions. Ça a été une déception, Alors, il y a une mouche qui vient d'être sur mon appareil photo, je vais péter un plomb. je ne les supporte plus. La campagne, alors j'adore, mais les mouches, ça devient un petit peu casse-pied parce qu'on a des changements de temps en Normandie qui font qu'elles ne meurent pas avec la chaleur, malheureusement, et qui font qu'elles revivent. Voilà, elles sont de retour. C'est un ouvrage qui est classé dans le genre qu'on appelle la cozy fantasy. C'est un livre qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, et j'avais même hésité de le lire à cause de ça, parce que vraiment, surtout dans le monde anglo-saxon de la littérature fantasy, il a été lu par tous les influenceurs, j'ai l'impression. Donc je me suis dit, bon, allez, on va se faire un avis, et je dois vous dire que je l'ai acheté dans un contexte où j'avais besoin d'une lecture, et je me suis dit, bon, ça va m'occuper bien une journée. Ce bouquin m'a dû m'occuper 2 heures de lecture. Donc voilà, le point noir pour moi, c'est qu'il y a c'est un livre qui est beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. Voilà, sincèrement. C'est un livre qui est donc dans toute cette mouvance de la fantaisie un peu douce, douillette. Moi j'aime bien ce genre parce que moi je le vois comme l'héritier de Terre-Mère, voilà, des genres où il y a de la fantaisie mais où ça va pas se découper dans tous les sens, qu'il y a une ambiance reposante, voilà, et en même temps qu'il y ait du contenu et que ça soit intéressant. Et le problème de ce livre-ci, c'est que ça soit de la fantaisie ou pas, ça ne change pas du tout l'histoire, et surtout c'est très très creux comme livre. Franchement, il n'y a rien qui se passe. J'étais très très déçue au niveau de ça. C'est l'histoire d'une orque, je n'ai même plus son nom, qui s'appelle Vive, voilà, qui a passé son temps, comme tous les orques, à taper sur des gens pour gagner sa vie, et un jour elle se réveille en se disant
c'est pas bien ce que je fais, je devrais peut-être changer de vie. Voilà, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir un café. Café, ça n'existe pas dans la ville qu'elle a choisie, et elle va donc mener sa petite entreprise de construction, voilà, de ce café, de gestion. Elle va faire la rencontre d'une jeune succube qui, voilà, est vue un petit peu comme quelque chose de pas forcément très très bien dans ce village, voilà. Et voilà, en fait, il y a tellement rien que je peux vous dire que ça, parce que si je vous dis des trucs, en fait, je vous dévoile vraiment toute l'intrigue. Mais le livre vous parle du fait d'une orque qui construit un café. Et le seul élément perturbateur, c'est que quelqu'un va lui réclamer de payer des impôts. Et voilà, on va revenir un petit peu là-dessus, voilà, dans le texte. Comment vous dire? Alors, c'est très mignon. Je peux comprendre que ça plaise à des gens, mais je suis pas du tout le public cible. En fait, je me rends compte vraiment que moi, le livre, j'ai besoin qu'il y ait autre chose qu'un livre uniquement de détente. Du genre là, il y a tellement rien qui se passe que jusqu'à la fin, je me suis dit, il est où le nœud narratif dans le texte? J'ai vraiment trouvé ça niais, mais vraiment, j'avais l'impression que c'était prendre un peu les lecteurs pour des cons. Alors, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, et typiquement, je pense que des lecteurs qui aiment les lectures douillettes, hein, j'ai eu aussi des lecteurs qui ont adoré cette lecture-ci, mais pour des lecteurs comme moi qui aiment la fantaisie approfondie et tout, c'est un véritable enfer. C'est une fanfiction à la base, je l'ai su ça à la fin, et ça explique beaucoup de choses, voilà, sur la manière dont c'est construit, et sur le développement de l'univers, parce qu'il y a quasiment aucun world building, j'ai rarement vu ça dans un univers de fantasy, mais que ça se passe dans un univers de fantasy où ça soit une nana sur un téléfilm de Noël de France 3 qui va ouvrir un café, ça change absolument rien. Et en plus, dans celui-ci, l'avantage du téléfilm France 3, c'est qu'il y a quand même un peu plus de narratif. Comme je vous disais, en fait, le seul truc qui va lui poser véritablement problème, c'est que les gens connaissent pas le café, voilà, le goût du café, donc elle va devoir leur faire découvrir le goût du café, ce qu'ils vont faire quand même assez facilement. Et c'est surtout qu'il y a une espèce de police mafia, on sait pas trop ce que c'est, ça fait plutôt mafia sicilienne, qui vient lui réclamer une sorte de dîme à payer, voilà, des impôts qui sont gérés par la mafia. Et moi, ça m'a posé un petit problème. Alors déjà, elle est contre, tu vois. Bon, elle est contre, c'est voilà, du genre on se laisse pas marcher dessus par la mafia. Mais la nana, elle a une entreprise. Il y a aucun moment où il y a la mention de payer des impôts, une TVA, une taxe, du genre. La vision de l'entrepreneuriat dans le texte est catastrophique. Et romancée à un point que moi, ça m'a touchée particulièrement parce que je sais ce que c'est de gérer une entreprise et que je côtoie des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises dans mon secteur ou dans d'autres secteurs où on a du mal à se verser un salaire à la fin du mois, que c'est très difficile, qu'on vit une crise, et quand tu lis ce genre de truc qui est mielleux et qui est totalement, mais qui donne des aberrations sur le milieu de l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Mais je pense que c'est semblable à tout livre qui aborde un thème et qui l'aborde de manière totalement décalée et qui a aucune conscience de la réalité. Donc, tu vois, le côté du fait qu'elle devait payer une sorte d'impôt, j'étais en mode, bah c'est logique en fait. Voilà, je sais qu'à Dubaï, ils payent pas d'impôts, mais la plupart des pays où on a un fonctionnement voilà, avec un État qui va... on paye des impôts pour financer voilà, des actions de l'État. Là, en fait, la nana, elle est totalement en décalage. Pareil, elle réussit à peu près tout. Il y a un moment où ça se passe pas bien et tout le monde va l'aider à reconstruire son entreprise. Bref, vraiment, si vous êtes là pour savoir comment on gère un café, comment on gère une entreprise, c'est clairement pas le livre pour vous. Et ça va sûrement vous énerver à plusieurs reprises. Donc ça, c'était un petit exemple, voilà, mais c'est totalement niais là-dessus. En fait, le livre est niais en soi. Comme je vous disais, le world building, il n'y a rien qui est développé. Que ça soit sur l'univers, sur même les personnages et leur background, tu vois. À un moment, on revoit ces potes mercenaires qui viennent, mais les personnages, ils sont tellement creux et pas travaillés que... Voilà. C'est problème. Donc, vraiment, voilà. Ça a été, on va dire, les deux gros points. C'est que j'ai trouvé ça inintéressant et pas du tout travaillé. Ça, c'est une chose. Il y a aussi des points positifs. Il y a de la représentation, même si j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus exploitée. Et c'est aussi un point positif de ne pas avoir trop mis de romance, parce que dans ce genre de cozy fantasy, on peut vite tomber sur le truc très romantique. Mais il y a une relation LGBT, donc entre deux femmes, dans le texte qui est assez mignonne.
Et le gros point, c'est que c'est mignon à certains moments. C'est-à-dire que l'ambiance est assez chouette, voilà, c'est cœur-cœur, voilà, tout se passe bien et tout. Mais le truc, c'est que ça tourne autour de la pâtisserie. En fait, tout ce qui est lié autour de la pâtisserie, il y a une petite recette à la fin, mais il y a une espèce de petite créature qui va faire les gâteaux. Ça, c'est mignon. En fait, il y a ce côté mignon, enchanteur, où il y avait des bonnes idées. T'es en mode, si seulement ça avait été développé, si seulement il y avait plus d'enjeux, et si seulement tout avait été plus travaillé, ça aurait fait un bon livre. En fait, là, t'as vraiment l'impression, il y a des moments, d'être dans une sorte de, j'allais pas dire de plan de roman, mais d'avoir les idées principales et d'avoir rien de travaillé. Moi, j'ai eu ce truc-là. Donc voilà, ça n'a pas été du tout une réussite pour ça, mais en même temps, ça n'a pas été une lecture horrible, dans le sens que c'est très mignon, ça se lit très vite, et le point négatif aussi, c'est que c'est pas très très bien écrit. Comme je vous le disais, alors je ne sais pas si c'est la traduction, mais je pense que c'est aussi le texte de base, parce que la fanfiction, je permets de la critiquer parce que j'en ai écrit quand j'étais plus jeune, j'en consomme toujours, il y a de tout et de n'importe quoi sur les fanfictions, mais en fait, les dialogues sont hyper courts, il n'y a aucun vocabulaire, genre pour les gens qui aiment bien lire un style, vous n'allez pas le trouver là-dedans. Voilà, c'est assez téléphoné en fait dans la façon dont c'est écrit ce genre de choses, il y a très peu de descriptions. Voilà, la force c'est les personnages qui sont assez mignons, mais voilà, au niveau du style c'était vraiment pas une réussite, et il y a des moments en fait, c'est vraiment, t'as l'impression de lire une conversation SMS quasiment. Donc voilà. Et l'autre point, alors ça c'est un point, en fait je vais vous le dire, parfois quand ça va me sauter aux yeux sur certains ouvrages, je trouve le livre extrêmement cher pour ce que c'est. Alors, il faut déjà partir du fait que le livre, bon, je trouve, a un format disproportionné par la taille du texte. Le bouquin fait 213 pages, et je vais vous montrer la taille de la police. J'ai rarement lu un livre de fantasy avec une police aussi grosse et aussi étalée. C'est comparable. En fait, je l'ai acheté et quand je l'ai ouvert, je l'ai pas ouvert, en fait, c'est pas en erreur. J'étais en mode, je me suis fait niquer. Vraiment, j'ai eu ce truc-là parce que je passe mon temps à dire à mes proches, pour la rentrée littéraire, d'attendre que les livres qu'ils lisent, notamment tout ce qui est Agnès Martin-Lugan, toute cette littérature-ci, d'attendre la sortie poche parce que les bouquins sont extrêmement chers pour le temps de lecture. Celui-ci, c'est l'exemple parfait. Et c'est rare en fantasy d'avoir ce genre de livre-ci. Je comprends bien que l'éditeur a dû avoir des frais d'achat de droit. Et comme le livre a connu du succès, je pense qu'il les a payés cher. Mais véritablement, le livre est très cher pour 300 pages. Écrit très gros. Vraiment, du genre même... Je lis parfaitement sans mes lunettes, alors que j'ai besoin de mes lunettes pour lire de près. Donc quand même, voilà. Et j'ai pas juste un tout petit peu de problème de vue, j'ai quand même des problèmes de vue assez importants. Donc voilà, ça en témoigne. Et surtout, en fait, il serait à 20 € et ça serait imprimé en France, j'aurais pas du tout de problème avec ça, parce que je me dis, voilà, le papier coûte cher et tout. Le papier est pas ouf, en plus, si on voit à travers, il est transparent, donc voilà. Mais c'est surtout que c'est imprimé en Italie. Et là, je suis en mode, les gars, vous avez pas du tout les mêmes prix d'impression qu'en France. Le papier est beaucoup moins cher, même s'il y a eu une augmentation du prix du papier. Donc clairement, voilà, je pense que c'est le rachat de couverture et les droits qui ont coûté cher, mais le livre est pas gros, donc en plus même en termes de correction, ça a pas dû coûter un rein, mais je trouve ça assez cher pour ce que c'est, et le conseil que je vous donne, et j'espère qu'Inis va vendre ses droits en poche, mais c'est à dans de la sortie poche, parce que sincèrement, si je pense, en fait, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toutes les personnes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter souvent des livres, et qui là-dessus vont pas avoir un temps de lecture ouf, que le livre à mon sens c'est pas ouf, et surtout pour 20 balles vous avez des intégrales, vous avez des livres, on peut dire Bragelonne fait des livres à 25-27 € maintenant, mais c'est pas le même temps de lecture, hein. Voilà, c'est pas le même temps de lecture, et que parfois c'est fait en France. Donc ouais, et en plus le livre s'abîme super vite, alors que j'ai pas fait de catch avec. Je tiens à le dire, des fois je fais du catch avec mes livres, du fois je les transporte et tout. Là j'ai fait vraiment attention, mais voilà, il s'abîme assez vite. Donc voilà, malheureusement je redonnerai bien sûr une nouvelle chance à Ennis, et voilà, c'est pas contre l'éditeur forcément que je dis ça, parce que voilà, tout le monde essaye de faire son beurre, mais c'est plutôt pour l'acheteur en disant
Voilà. Et le livre est titanesque. En fait, le livre est énorme par rapport à la taille de la police. C'est rare d'avoir des bouquins comme ça. On est plutôt dans une politique où on essaye de pas dépenser trop de papier pour des raisons écologiques ou des raisons de prix, de pas faire des mises en page énormes. Et c'est vrai que c'est un peu en décalage, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce livre et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré et j'aimerais bien aussi que les gens qui voient ces vidéos et aussi un autre son de cloche parce que vous savez, j'ai pas la science infuse, loin de là, et que mon avis est mon avis, et pour le coup c'est simplement, je pense que je suis pas la cible. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais bien aimé le début de Anne and the Green Gable, donc Anne au pignon vert, et en fait plus ça va, plus je trouve que le livre est niais, et en fait je pense que j'ai un problème avec les fantaisies qui sont trop niaises, parce que c'est à contre-courant de ce que j'aime. Moi j'ai besoin d'avoir du fond en fait dans mes bouquins. Ici, je vous présente mon petit coup de cœur. Voilà. Nous parlons depuis les ténèbres, alors qu'a été une excellente lecture. J'ai adoré ce livre, je pense que c'est un de mes livres préférés de cette année. Et quand je l'ai lu, j'étais en mode « Merci mon Dieu ». Ce n'est pas moi qui est en train de tout désaimer de ce que je lis. Il y a des choses qui suscitent un intérêt particulier chez moi. Alors ce livre, je vais faire un bref avant-propos avant de le présenter parce qu'il s'inscrit dans une démarche que je trouve importante. Freya essaye de rentrer comme d'habitude, je vais la rentrer. Ce livre, c'est un pied de nez au constat qui a été fait, et surtout au dire qu'on entend assez fréquemment dans l'édition, que les femmes n'écrivent pas d'horreur. Voilà, les femmes en littérature d'imaginaire doivent se contenter de l'écrire de la jeunesse. C'est ce qu'on nous rabâche, et ça, je fais en gros trait, mais c'est un peu ce qu'on nous rabâche depuis des années, ce que les journalistes nous rabâchent, que les prix littéraires sélectionnent que des hommes, voilà, pour concourir à leur prix, alors qu'il y a des femmes qui écrivent de la littérature adulte, et que malheureusement les lecteurs en général, et ça je le vis quotidiennement en salon, dès que t'es une femme, tu écris de la jeunesse, ou tu ne peux pas écrire de l'horreur ou de la fantaisie glauque. Voilà, c'est quelque chose qui est pas possible, tu vois, alors qu'on a quand même des autrices comme, je sais pas, Aurélie Wellenstein, qui portent ce genre avec brio. Donc c'est un recueil de nouvelles qui fait un peu un pied de nez à ça, c'est-à-dire que c'est un regroupement d'autrices qu'on en marre, voilà, qu'on en marre de cette image sexiste de l'édition, parce qu'il faut savoir qu'en France, même partout ailleurs je pense, hein, mais particulièrement en France, on est dans un système éditorial extrêmement sexiste au sein même des structures, c'est-à-dire que les personnes qui dirigent les maisons d'édition sont en général des hommes, ou du moins les postes, le peu d'hommes qui travaillent en édition ont toujours des postes extrêmement hauts. Voilà, par rapport aux femmes, c'est assez rare, et je crois que je n'ai jamais vu, à part des stagiaires, des hommes avoir des postes d'assistant éditorial ou ce genre de choses. C'est toujours des éditeurs, des chargés de collection, voilà. Toujours les postes hauts, et les femmes sont en dessous. Alors bien sûr, il y a des directrices et ça change, des femmes de pouvoir aussi dans les maisons d'édition, mais voilà, le système est assez vicié là-dessus, et surtout, voilà, sur plein de points, c'est assez sexiste. Et donc, c'est pour ça que je m'étais intéressée au livre, parce que c'est Loli, c'est Cornelius, quand on s'était vu à Westerland, qu'on avait parlé, toi, avec Pepper et tout ça, et c'était, voilà, ça avait suscité ma curiosité. Et donc je me suis pris parce que déjà le livre est illustré par Anouk Faure, et donc j'avais adoré La Cité de Diaphane, donc ça c'était aussi un petit point positif. Et ce recueil de nouvelles se voulait être un recueil de nouvelles horrifiques écrit par des femmes, donc c'est vraiment un livre qui est engagé donc aux éditions de Go-Auteur, et a priori ils vont décider de faire une collection avec plusieurs recueils de nouvelles avec des thèmes assez importants. Et donc nous parlons depuis les ténèbres, ça va aborder l'horreur avec plein d'angles différents. On va être autant sur l'horreur fantastique, donc porté par exemple par un texte de Aurélie Wellenstein qui me semble être le premier, qui est extraordinaire, voilà, que j'ai adoré, dans le sens que j'ai tellement aimé que je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas un roman sur cet univers, où on va suivre une jeune femme qui a 16 ans ou 17 ans, qui vit dans un village où les gens portent la maladie sur eux, voilà, qui sont assez défigurés, ce genre de choses, et il y a des espèces de rafles d'enfants tous les 6 mois ou tous les ans. C'est la dernière rafle qu'elle doit vivre avant d'être adulte et de plus intéresser, on va dire, le peuple des personnes belles et en bonne santé qui vit à la capitale. Et malheureusement pour elle, elle va être embarquée pour cette rafle et sacrifiée, je vous en dis pas plus, mais le livre, la nouvelle est terrible. Voilà, la nouvelle est terrible et très sanglante, et en même temps très réjouissante, et l'ambiance est glauque à souhait, mais digne de, je trouve, du Dieu oiseau, dans le glauque de Aurélie Wellenstein, voilà, qui est vraiment chouette. Je me suis trompée pendant une des vidéos que je vous ai fait, mais
Il y a, c'était pas Aurélie Wallenstein, mais c'était Morgane Cossarieux qui a écrit aussi une très belle nouvelle qui se passe en Écosse avec le mythe de la sirène qui est réinterprété. Vraiment très chouette. Donc on a ce carcan vraiment d'imaginaire avec des autrices qui sont plus ou moins connues. Hein. Donc on a Morgane Cossarieux, Aurélie Wallenstein, Estelle Faye. On a avec un côté un peu plus SF, Floriane Soulas. Donc voilà, ça aborde les récits de l'imaginaire, mais il y a aussi des autrices dedans qui sont des éditrices ou des éditrices écrivaines comme par exemple Cécile Guillot ou par exemple Morgane qui a la maison d'édition Lexeria. Et je voulais parler de Tu aimes les enfants par exemple, qui a été une très très bonne lecture pour moi. Alors c'était horrible, mais qui aborde le thème de l'horreur sous un angle un peu plus moderne, un peu plus contemporain, même s'il y a peut-être une vague quand même fantastique dedans, mais en fait on suit un professeur d'école qui paraît tout bien sous tout rapport, mais qui aime les enfants, mais vous voyez très bien de quel genre d'amour, et la société va le protéger d'une certaine manière. Il y a une réinterprétation même, je trouve, un peu de Columbine dans le truc, donc voilà, avec des horreurs qui se sont passées et tout ça, mais le côté horrifique un peu plus réaliste et qui est terriblement plus glauque en fait que le fantastique. C'est là que tu te rends compte que l'horreur du réel, de ce qui se passe, voilà, c'est affreux, mais voilà, la nouvelle était vraiment vraiment géniale. Moi j'ai adoré et ça m'a replongé dans l'envie de relire de l'horrifique parce que j'adore l'horrifique, notamment je l'aime même plus en littérature, voilà, j'aime l'ambiance dans laquelle ça me met. Et c'est vraiment une réussite, voilà. Et je remercie l'éditeur de proposer ce genre d'initiative parce que, voilà, mettre en avant des autrices françaises avec ce genre de prétention et montrer que en France, même si on n'a pas de grands noms de la littérature d'horreur, on n'a pas de Lovecraft, on n'a pas de Shirley Jackson, on n'a pas ce genre d'auteurs. Voilà, on a aussi des auteurs qui sont importants de l'imaginaire horrifique qui écrivent dans le texte, mais ça me montre aussi qu'on est capable de le faire et que la France attend ça. Du genre vraiment, c'est ce qu'on se disait tous, nous on adore l'horreur, mais on nous en présente jamais. Et tu vois, moi je sais que pour les trois normes, par exemple les objets maudits, ça va mettre du temps à ce qu'il rencontre son public parce que c'est vraiment un genre où les gens osent pas aller. Et c'est dommage parce qu'il y a des... Il y a des tellement bonnes choses et il y a tellement de bonnes autrices qui en écrivent que ça serait dommage de passer à côté. Donc vraiment, à lire, ça a été une excellente lecture. Et ensuite, alors celui-ci, il me faisait assez peur parce que j'ai eu plusieurs messages, notamment MP privé sur Instagram d'abonnés qui l'ont lu et qui m'ont dit «Oh mais il est super dur à lire». J'ai même eu des libraires qui me l'ont dit «C'est compliqué, c'est indigeste et tout». Alors moi je me suis dit «Merde». Parce que j'avais envie de le lire. Moi j'adore le premier livre que j'ai lu de l'auteur qui s'appelle Le chien du forgeron. Et donc je me suis dit je vais me mettre dedans quand même. Je me dis bon, Lorraine, t'as fait des études de lettres, voilà, ça devrait bien se passer, tu vois, je vais pas trop galérer et tout. Et quand j'ai lu le texte, en fait, j'ai pas du tout trouvé ça indigeste, j'ai pas trouvé ça du tout difficile à lire. Au contraire, j'ai trouvé alors moi j'ai dévoré, je pensais lire le livre en plusieurs semaines, je l'ai lu en une journée, pour tout vous dire. Parce que le salon, c'était long, c'est-à-dire c'était tellement par vague qu'il y a des moments, t'étais 1 heure sans avoir de clients, et c'était le cas de plein de gens qui étaient autour de moi. Donc je me suis dit, bon, j'ai été emportée par l'histoire, c'est particulier, c'est très politisé, mais je trouve que ça a fait le sel aussi de l'histoire et ça te fait vachement réfléchir sur pas mal de questions. C'est Utopia de Camille Lou Boulanger, donc chez Argile. Alors, c'est une grosse bébête. Et pour tout vous dire, d'habitude, Argile, je mets beaucoup de temps à lire leurs ouvrages parce que la police est grasse, c'est pas, c'est-à-dire, grasse, pas qu'elle est trop mangée, mais voilà, elle est épaisse, voilà, la mise en page, il y a de la lecture et ce genre de choses. La Cité diaphane, même si le livre est pas gros, je mets toujours du temps à lire vraiment Argile à chaque fois. Même Le chien du forgeron, ça m'avait pris plusieurs jours alors que le livre est pas non plus énorme. Et là, en fait, je l'ai dévoré. Je pense qu'en fait, la construction, c'est quasiment un film, ce bouquin. Voilà, quasiment une série. Et c'était tellement intéressant, les sujets politiques, et j'ai trouvé ça tellement facile, la façon dont c'était abordé. Genre, j'avais vraiment peur de pas comprendre. Après, je me dis... J'étais quand même bonne en SES, en économie et sociale au lycée. De toute façon, tous mes profs voulaient que je parte dans ces études-ci. Donc peut-être que ça m'a aidé aussi et que j'ai eu le bagage, on va dire, scolaire pour comprendre un peu plus. Mais j'ai trouvé ça formidable. Utopia, en fait, c'est l'histoire de Humo. Humo, c'est un jeune garçon qui vit dans un village un peu excentré, on va dire, de la capitale de son pays, même si on va voyager un peu dans le monde entier.
Utopia, c'est une utopie, voilà. C'est une utopie où on part du principe qu'il n'y a plus le concept de propriété. C'est une utopie communiste, voilà. Et qui vraiment va aborder ça sous un angle très très large, la façon dont c'est fait. Et c'est une utopie écologique, voilà. Bon, bref. Et Humo va grandir donc dans un concept où il n'a pas vraiment de parents parce que les parents n'ont pas la propriété sur leurs enfants, ils sont élevés par le village, va faire ses études voilà, parmi les autres enfants de son âge, va pouvoir explorer pas mal de choses et on va le voir grandir de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. C'est vraiment un récit initiatique et il va faire la rencontre de pas mal de personnages, il va aussi avoir une très très belle histoire d'amour. Voilà, qui m'a fait chialer à la fin, vraiment, dans le texte. Et en fait, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que, à travers les yeux du monde, on va découvrir cette société, donc qui est utopiste, voilà, qui va vous va vous faire un schéma vraiment sur le communisme, sur vraiment une base, on va dire, théorique et avec l'application, ce que ça pourrait donner, et avec des choses qui sont très écologiques, des façons de penser où ça te re-questionne en fait vachement sur notre système capitaliste et sur notre système mondial, voilà, de mondialisation et ce genre de choses, et de montrer qu'il y a possiblement d'autres façons de faire, d'autres façons d'aimer, d'autres façons d'agir, d'autres façons de travailler, et ça c'est intéressant. Il y a toute une charte, voilà, qui est décrite dans le texte, et ce qui est intéressant dans ce texte aussi, c'est aussi la critique de ce système-ci, c'est-à-dire qu'il y a un des personnages qui va écrire une espèce de livre qui va au contraire montrer en quoi cette utopie peut être extrêmement horrible, notamment vis-à-vis des parents. C'est-à-dire que on va avoir tout un... Voilà, sur d'autres thèmes aussi, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a un énoncé, en fait, on te montre aussi les dérives que ça peut avoir et les problèmes que ça peut poser, et le fait qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas des êtres de paix et des êtres stables, voilà, de base. Voilà, la douleur que ça peut engendrer. Moi, j'ai trouvé ça bien, parce que quand j'ai commencé de lire le livre, je me suis dit, ok, c'est clairement un pamphlet politique en disant en quoi c'est génial, et voilà, chacun a ses idées politiques, et heureusement qu'on a des auteurs qui proposent ce genre de choses, et la fantaisie et l'utopie est quand même le genre pour proposer des idées politiques. Voilà, c'est quand même le but de ce genre à la base. Et j'ai bien aimé qu'il y ait de la nuance en fait dans le texte aussi. J'ai beaucoup aimé les thèmes du travail, de l'amour, de la gestion du pouvoir aussi. Vraiment, ça aborde plein de thèmes et parfois des micro-thèmes dans le thème, et en fait l'histoire du mot t'es embarqué dedans parce que le personnage, même s'il y a des moments t'as envie de le secouer, je l'ai trouvé hyper attachant parce que c'est un homme, mais on est dans un monde aussi où la virilité est remise en question, voilà, parce qu'il n'y a plus le concept de propriété, et que virilité et propriété, mine de rien, c'est très très lié entre les deux, parce que quand même la base de nos sociétés c'est les hommes qui étaient forts et courageux pour défendre un territoire, voilà, avoir la propriété de la femme et ce genre de choses. Et ce qui est super, c'est aussi la façon dont on aime les gens, et le travail, les études, le fait que on travaille pas forcément contre un salaire. C'est plus compliqué que ça. C'est vraiment on travaille pour apporter à la société, et en même temps il y a des moments en fait le système doit quand même installer une sorte de hiérarchie et ça pose des questions. Bref, le texte est assez impressionnant là-dessus, il y a le temps de développer dans tout ça, et j'ai trouvé ça fait de façon hyper didactique, et j'ai trouvé aussi que c'était même si on voit les idées, voilà, la proposition, que c'était pas du genre mange mes propositions. Voilà, c'était beaucoup plus nuancé, beaucoup plus bien fait que ça, et j'ai trouvé le texte assez intéressant. J'étais embarquée. Les personnages sont touchants, il y a une pléthore de personnages qu'on va découvrir qui vont se retrouver eux-mêmes parfois être les modèles en fait de ce que ça peut causer comme souffrance. Par exemple, le fait de ne pas avoir la propriété du mariage, de ne pas avoir la propriété de l'autre dans le couple, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus libres dans la façon d'aimer, ils aiment parfois parfois plusieurs personnes en même temps. Et il y a un personnage en fait que ça blesse parce qu'en fait la personne qu'elle aime n'est jamais là et fait sa vie sans elle, et s'appuie un peu sur ce concept de non-propriété pour voilà. On a aussi des sociétés rebelles qui se mettent en avant, voilà. On a un monde extrêmement... Genre là, contrairement à Les Gens de la Thé, c'est extrêmement développé, les villes, les personnages, les thématiques, c'est bouillonnant de richesse. Vraiment, j'ai vraiment aimé ma lecture. C'est un livre qui a réussi à me faire pleurer. C'est rare, mais alors, c'est une thématique qui me touche aussi, malheureusement, mais l'histoire d'amour est particulièrement douloureuse dans le texte. Un texte qui va faire, je pense,
réfléchir pas mal de gens sur leur rapport à pas mal de questions. Ça va vous faire ressurgir des souvenirs parce que comme on suit Humo de son enfant jusqu'à l'âge adulte, forcément que ça fait ressurgir des choses. Mais la fin est dure, voilà. La fin est difficile et il y a plus... Vraiment, il y a ce texte, il arrive à te faire sentir des émotions qui sont vraiment assez profondes. J'ai adoré ça. C'est incomparable par rapport au Chien du Forgeron. C'est-à-dire que le Chien du Forgeron, tu suivais un mec horrible qui avait des comportements horribles et tout ça. Et Humo, c'est vraiment un mec plutôt bien, même s'il fait des actes parfois, t'es en mode Humo quand même. Mais c'est totalement en contre-pied de ce que l'auteur proposait. Donc j'ai aimé aussi le découvrir sur un autre point. Et voilà, et d'avoir une utopie qui est vraiment creusée, parce que j'ai lu des petites utopies récemment, notamment chez La Volte, et c'est vraiment des tout petits livres. J'ai pas lu grand chose dans ce genre-ci, j'ai lu le Thomas More, parce que quand on fait des études de droit, voilà, on l'avait étudié en cours, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est important dans les études et même dans la culture générale, mais ça m'a donné envie de lire d'autres utopies, et ça a fait du bien aussi de lire un truc où c'est une vraie utopie dans le sens que le système va pas s'effondrer, c'est pas le but du livre. C'est un système qu'on questionne, mais c'est pas un truc où ça va se fusiller dans tous les sens, à la divergente, ou ce genre de choses, où le truc s'effondre. Non, je trouvais que c'était tellement bienveillant à certains moments, et ça faisait tellement... En fait, il y a des moments où tu lis et tu te dis, le monde sera tellement plus sain parfois, au-delà des idées politiques, mais vraiment sur la violence et ce genre de choses, il y a des choses qui font rêver, tu vois. Il y a des choses où tu te dis on le connaîtra pas, sincèrement. Et je suis pas sûre que les générations suivantes le connaîtront. Mais au niveau écologique et ce genre de choses, c'est un peu une claque dans la gueule en disant qu'on a potentiellement le pouvoir d'agir et que, bah, malheureusement, on peut en tant que citoyen donner notre voix, mais que c'est compliqué, voilà, de faire entendre forcément notre voix dans ce climat actuel. Et ça a fait un peu une bulle d'air dans un monde qui est tellement difficile en ce moment que, voilà, je vous le conseille. Et n'ayez pas peur de pas comprendre. Alors le seul truc c'est que c'est un texte qui est assez engagé sur le communisme, le marxisme et ce genre de choses. Si vous n'avez pas fait d'études d'éco, si vous n'avez aucune base sur ce concept-ci, je vous conseille d'aller au moins lire la page Wikipédia sur le communisme, de savoir comment ça fonctionne, les bases, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal d'inspirations de grands penseurs, on va dire, de la théorie économique ou ce genre de choses, de la théorie sociale, que moi j'ai vu en cours. Donc vraiment, ça a parlé aussi à mon petit cœur, on va dire, d'éco et social qui me manquait depuis longtemps. Mais ça a été une sublime découverte. Et en fait, Camille Le Boulanger me disait qu'il était en train de travailler sur un truc assez chouette. Là, il fait une biographie, il travaille sur une biographie de l'épouse de Karl Marx. C'est un personnage qui est très... bah, c'est un peu, ça m'a fait penser un peu comme Emils, mais c'est des personnages qui sont passés à côté de l'histoire parce que c'était des femmes et pourtant qui ont dû avoir des rôles importants. Donc vraiment, voilà, je vous conseille Utopia, qui au-delà d'être un récit engagé politiquement et un récit de vie magnifique, est un livre qui fait décompresser, qui nous fait réfléchir et qui est facilement abordable, je trouve, malgré la taille du livre qui peut faire peur. Mais j'ai adoré cette histoire du mot. Et ça m'a vraiment, vraiment touchée à des moments et m'a fait poser plein de questions. Voilà. Et après, je me suis dit, mon Dieu, dans quel monde on vit? Voilà aussi. C'est peut-être un peu le contre-coup aussi du te dis, ouais, on est mal barré dans tout ça, voilà. Alors sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je serais très curieuse si vous avez lu ces livres, si vous avez des livres à me conseiller comme d'habitude. Et je vous souhaite de très bonnes lectures.